En fait, j'ai même découvert le Bitcoin il y a une dizaine d'années à peu près. Toujours allé sur le marché des cryptos avec une somme sur laquelle j'étais très à l'aise même si je perdais tout. La centralisation n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être mauvaise uniquement quand on y est forcé. Tandis que sur les altcoins, moi mon critère d'analyse c'est le tokenomique. Moi je vais être quasiment que sur des petites cryptos. Pour de l'investissement plus sérieux, par contre, je prendrais que du Bitcoin ou de l'Ether. Je pense qu'on est encore qu'au début, que la finance traditionnelle va converger vers les innovations qui existent au sein de la finance décentralisée. Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'investisseurs. Vous le savez, nous avons tous beaucoup à gagner d'apprendre des échecs et des réussites des autres, des investisseurs qui sont passés par là où nous sommes peut-être actuellement. Et dans ce cadre-là, donc on va rentrer dans la tête d'un investisseur, dans la tête en l'occurrence d'Alexis. Alexis, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc Alexis, tu es COO de Crypcool, donc directeur des opérations. Crypcool, est-ce que tu peux présenter un peu le service en deux mots? Alors, Crypcool, en fait, c'est la dernière entité du groupe au coffre qui, de base, est plutôt un groupe dans le domaine des métaux précieux. Et on a longtemps expérimenté un petit peu avec la blockchain et ça a mené à la création de Crypcool, qui, du coup, est un service d'investissement en crypto, simple, accessible pour des personnes qui débutent, avec la spécificité, en fait, de conserver les fonds sur des portefeuilles froids, gardés en coffre-fort, de la même façon qu'on peut garder des métaux précieux pour nos clients. Et donc toi, avant d'intégrer Crypcool, donc tu as été investisseur crypto, tu as commencé à investir dans les cryptos avant? C'est ça. En fait, j'ai même découvert le Bitcoin il y a une dizaine d'années à peu près. Donc à l'époque, j'avais juste découvert un petit peu comme une curiosité d'Internet, c'est-à-dire que je l'avais découvert un petit peu comme la monnaie du Darknet, ce qui lui a donné une mauvaise réputation pendant quelques temps. Et je m'étais intéressé au sujet de loin, mais j'avais pas spécialement creusé. Et à l'époque, j'étais encore assez jeune, j'avais même pas en tête le fait d'investir. Donc, je m'étais éloigné du sujet et j'y suis revenu un petit peu plus tard, en 2018, là où en fait, avec le bull run de 2017, j'ai redécouvert un petit peu les cryptos. J'ai commencé à m'intéresser à l'investissement crypto et c'est là où vraiment j'ai commencé à faire mes premières opérations, à découvrir un petit peu ce monde-là. Ok, donc tu as découvert ça il y a une dizaine d'années, donc je sais pas quel âge tu as aujourd'hui? 27. 27. Donc ouais, Ah oui, j'étais assez jeune, j'étais encore au très, lycée très jeune. quand j'ai découvert le Bitcoin, mais voilà, à l'époque, j'avais même pas encore en tête du tout le fait d'investir quoi que ce soit. En Ouais. fait, je trouvais ça déjà fou que une monnaie, enfin c'était présenté comme tel en tout cas, puisse valoir à elle seule chaque unité, ne serait-ce déjà qu'une centaine d'euros par pièce. Hmm. Et c'est ça un petit peu qui avait attiré mon attention déjà au début. J'avais pas creusé plus loin sur les fondamentaux, mais je me souviens m'être dit ah oui c'est vrai que c'est fou quand même qu'une monnaie d'internet vaut aussi cher à l'unité entre guillemets. Ouais. En fait, à l'époque, tu le voyais plus comme une monnaie que comme un investissement. C'était C'est plus ça. un moyen d'échanger de la valeur sur Internet qu'aujourd'hui, ça va plus être perçu par beaucoup comme une réserve de valeur. C'est ça. En Et fait, donc comme un produit c'est aussi ses d'investissement. premiers usages où en fait vraiment le Bitcoin était utilisé un petit peu comme monnaie. Ça pouvait l'utiliser parfois comme paiement pour acheter des biens dans des jeux ou ce genre de choses. Ça a été aussi utilisé comme paiement sur les places de marché du Darknet. Euh, et en fait, c'était vraiment un usage de paiement. Dans les premières années de Bitcoin, je me rappelle que c'était plutôt le narratif du peer-to-peer cash. Donc en fait vraiment la monnaie d'échange et le but premier de Bitcoin c'était vraiment du paiement. On parlait pas encore de réserve de valeur ou ce genre de choses et c'était vraiment l'usage de paiement décentralisé de pair à pair qui était mis en avant. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est le début du livre blanc du white paper de Satoshi Nakamoto. C'est ça, c'est le nom du white paper. Donc Ouais, c'était vraiment collé à cette vision. Et c'est vrai que l'approche de Bitcoin a un petit peu évolué dans le temps pour se diriger plutôt vers de la réserve de valeur ou alors pour du paiement, plutôt se diriger sur des solutions de second niveau comme Lightning Network
donc qui est un layer 2 de Bitcoin et qui permet du paiement rapide de petites quantités À moindre coût. de façon très efficace. Mhm. Ok. Et donc tu reviens en 2017, c'est ça, dessus? C'est ça. En fait, ça a attiré mon attention quand il y a eu tout l'engouement autour du premier cycle où le Bitcoin est allé jusqu'à 20 000 dollars. Et Ouais. j'ai Ça commençait commencé à m'y à intéresser tellement- à ce Pardon. moment-là. Ouais. J'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là et j'avais pas investi au plus haut. En fait, j'avais commencé à me renseigner sur le sujet pendant cette période et du coup juste après il y a eu la grosse baisse de 2018 et en fait Ok. c'est là où j'ai commencé à acheter un petit peu de crypto. Donc là, je crois que la première que j'avais acheté c'était du Litecoin, c'était même pas du Bitcoin. Ok. Chose que je recommanderais pas forcément à des débutants aujourd'hui. Mais voilà, j'avais fait mon premier achat, je crois que j'avais acheté un Litecoin, ça devait être peut-être 80 ou 90 euros ou quelque chose comme ça. Ok. Ça marche. Et du Donc quand coup, t'as commencé, t'avais du coup une vingtaine d'années. c'est ça. T'as commencé à investir dessus dans la correction, du coup, en 2018. C'est ça, c'est Ou la t'avais période où j'ai commencé à investir commencé. déjà en 2017, là, dans la montée, t'as investi ou Non, non, pas? c'est Ou vraiment t'étais juste en spectateur? 2018. Et Ouais. donc en fait, c'était juste après le crash, donc ça permettait de remettre un petit peu les choses en perspective. Il n'y avait pas autant d'euphorie qu'il y ait pu en avoir quand j'avais commencé à m'y intéresser. Parce que Oui. globalement, à la base, si c'est parce que je voyais un petit peu partout, tout le monde disait, il y a les cryptos en ce moment, ça explose, ça fait que monter. Mais entre le moment où j'ai commencé à m'y intéresser et le moment où j'ai investi, bah, il y a eu justement le fameux crash de décembre 2017. Et du coup, ça a permis d'avoir beaucoup moins de bruit entre guillemets sur l'écosystème crypto. C'est devenu beaucoup plus Hmm. calme et ça a permis de s'intéresser aux fondamentaux. Je m'étais en fait de base, je suis allé sur les cryptos comme pour beaucoup de monde pour essayer de me faire un peu d'argent, Ouais. de trader, tout ça. J'ai vite remarqué que le trading c'était pas forcément fait pour moi. J'ai essayé de me former dessus et je trouvais que le trading n'avait pas beaucoup de matière à mon sens, dans le sens où les différents Mhm. contenus que je pouvais trouver sur le sujet, euh, j'ai trouvé qu'en fait il faisait pas de différence par rapport à juste de la chance ou de l'aléatoire sur les marchés. Donc je Ok. me suis dit je vais plutôt m'intéresser à ce qu'il y a derrière et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser les fondamentaux. Donc, si je comprends pas comment le trader, au moins comprendre bien comment ça marche, car ça va sûrement me donner des clés pour plus tard. Et donc, c'est comme ça que j'ai creusé en fait sur la technologie blockchain, que j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin, à Ethereum, au fonctionnement des smart contracts, ce genre de choses. Et je me suis vraiment en fait pris de passion pour le domaine. J'ai beaucoup aimé en fait en apprendre plus sur cet écosystème, sachant que ça a beaucoup d'implications un petit peu liées à l'économie derrière, ce genre de choses a, a aussi un petit peu une philosophie de pensée très axée sur la liberté, Mhm. sur le fait en fait de pouvoir faire des opérations en se passant d'intermédiaires. Alors je suis pas forcément maximaliste de la décentralisation, mais je trouve que c'est important la vision des cryptos qui est de dire c'est simplement qu'on souhaite avoir le choix. Mhm. La centralisation n'est ni bonne ni mauvaise, elle peut être mauvaise uniquement quand on y est forcé. C'est le cas par exemple des banques aujourd'hui. En fait, on est forcé pour recevoir son salaire, pour payer ses impôts, d'avoir un compte en banque, et ça nous expose à des risques qui ne sont pas forcément souhaités de base. Aujourd'hui, dans le Ouais. système Mhm. financier traditionnel, on peut difficilement être sa propre banque, se passer d'un compte bancaire, tellement il est nécessaire dans plusieurs aspects de la vie. Et en fait, c'est cette centralisation Mhm. forcée qui est plutôt mauvaise, là où l'approche des cryptos, alors de base, est très poussée sur la décentralisation, mais en fait, c'est avant tout une question de choix. Si on veut passer par des intermédiaires, on peut, mais c'est avant tout un choix qui est personnel et qui est voulu, qui n'est pas forcé en fait par un État. Ouais, ouais. Ok. Donc, tu as résisté au FOMO de fin 2017 C'est ça. en étant informé sur le sujet, en voyant l'euphorie, mais tu as résisté à pas investir. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est quoi qui fait que tu n'as pas investi? C'est le fait Je que pense que c'est vraiment du timing pour le coup. tu as senti que Euh, c'était pas le bon moment? Tu t'es dit, là, c'est trop euphorique, il y a un risque de crash? non, vraiment, c'est question de timing, juste entre le moment où je me suis intéressé au sujet et le moment où j'ai commencé à acheter. Le temps de me renseigner un petit peu sur ce qu'il y avait autour avant de directement mettre dedans. Je crois que Ouais. j'avais réentendu parler des cryptos en décembre 2017.
Donc en fait, avant la fin du mois et avant que je mette quoi que ce soit dans les D'accord. cryptos, il y avait déjà eu le crash et c'est ça qui a permis aussi Ok. de, je pense, de prendre déjà un petit peu de recul à l'époque sur la situation et de plutôt aller chercher dans les fondamentaux plutôt que dans le trading et l'investissement irréfléchi. Ouais, ok. Ok, parce que l'accès à l'investissement, je trouve, il est quand même relativement simple et rapide. Moi, je me souviens, j'ai démarré avec Coinbase, j'ai fait un dépôt par carte et j'ai acheté, ou j'avais acheté directement à l'époque, je me souviens plus. En tout cas, je sais que c'était par Coinbase que j'avais payé des frais qui étaient quand même assez conséquents quand on fait par carte. Euh, et c'était, alors moi, c'était un peu plus tôt, c'était en août 2017. Euh, mais du coup, ouais, ça peut, en tout cas, on peut investir très vite et très facilement. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, en tout cas à l'époque. Peut-être qu'il y avait un petit KYC, mais bon, le KYC avec l'application mobile, ça va quand même relativement vite aussi. Euh, et donc, Ouais, on peut je me très vite. rappelle où c'était très accessible justement sur les grosses cryptos. Par contre, dès qu'on voulait aller sur des altcoins, au contraire, là, il fallait passer par des exchanges qui souvent avaient un KYC qui était très long, mais pourtant qui était Ouais. très peu sécurisé par rapport à la norme d'aujourd'hui. Hmm. Donc parfois c'était juste une pièce d'identité ou quelques informations à mettre, mais il y avait tellement de demandes sur certaines cryptos que les exchanges pouvaient mettre jusqu'à 3 semaines pour valider un KYC ou ce genre de choses. Ouais, Et ouais. Ouais. le top des cryptos était très accessible, mais les altcoins, eux, étaient beaucoup plus difficiles à trouver. La DeFi n'était pas encore très développée à l'époque. Ça a vraiment explosé, je pense, aux alentours de 2020, Hmm. pendant le DeFi Summer, Complètement. donc l'été de la DeFi. Et c'est vrai qu'on a eu une période assez calme où en fait ça a épuré un petit peu tous les projets. En 2018, il y a eu des nouveaux projets qui ont essayé de sortir en surfant un petit peu sur la vague des ICO de l'année précédente. Mais souvent, le marché était tellement en difficulté par rapport à ce qu'il a connu en phase d'euphorie Hmm. que justement ça a épuré la plupart des projets. Et c'est là où j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à certains altcoins à gauche, à droite. Euh, alors certains ont été quasiment abandonnés à cette période, d'autres ont survécu et ont fait partie du prochain cycle. Et c'est vrai que 2018-2019, je pense que c'était une bonne période pour s'intéresser aux cryptos en profondeur, s'intéresser aux fondamentaux, car justement il n'y avait pas autant de bruit qu'il peut y avoir dans les phases d'euphorie où Euphorie, ouais. le seul contenu qu'on trouve c'est ça va aller to the moon et ça va jamais s'arrêter. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vraiment pendant le marché baissier qu'on peut creuser un peu l'écosystème, comprendre, mettre en place sa stratégie, son plan. C'est un très bon moment pour ça, parce qu'après, quand on est pris dans l'euphorie, il y a tout ce bruit de marché, et puis il y a ouais, beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'activités. On entend parler de pépites, on entend parler de tout un tas de termes comme ça qui sont propres au marché aussi. Et donc justement, il faut plutôt s'éloigner, donc se décrocher un peu des réseaux et de cet écosystème-là pour rester au calme. Euh, Moi, je voudrais revenir sur là, le choix de ta première crypto, du coup, ça a été Litecoin en 2018. Moi, le Litecoin, ça me parle en fait parce que à l'époque, c'était l'argent digital au même titre que Bitcoin était l'or numérique, l'argent numérique. Euh, Aujourd'hui, enfin, déjà, pourquoi Litecoin et après, qu'est-ce que tu penses de Litecoin aujourd'hui? Alors pourquoi l'icône? Je pense que c'est quand j'étais néophyte, il y avait un petit peu le biais du prix. C'est-à-dire qu'un Bitcoin, je crois que pendant la phase de baisse, ça devait être encore à 8000 euros à peu près. Et je m'étais dit, bon bah je peux pas en acheter un entier à ce moment-là. Euh, Ok, donc j'étais plutôt parti sur un Litecoin où une unité ok. était plus accessible. Étant donné Ouais, que c'est voilà, le biais du c'était prix. moins d'une centaine d'euros. Donc en fait, on pouvait en acheter Hmm. un entier entre guillemets. Ethereum n'était pas très cher non plus. Mais Ethereum, je l'avais un petit peu moins compris quand j'ai débuté, car le sujet est quand même à peine plus complexe là où Bitcoin, Litecoin sont plus proches de. Si on devrait faire une catégorie, en fait, ce seraient les seuls cryptoactifs qu'on pourrait appeler des crypto-monnaies, parce que leur but est purement monétaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont pour Hmm. vocation à être utilisés comme monnaie. Ils n'ont pas des projets de smart contract, de d'infrastructure ou ce genre de choses. Donc ils ont vraiment des usages uniquement de monnaie. Et donc c'est pour ça que je m'étais tourné Ok. dessus. Et aujourd'hui, même si je détiens plus forcément de l'Icon, c'est toujours une crypto que j'aime bien, que je suis un petit peu de loin.
car souvent Litecoin a un gros avantage, c'est qu'il va implémenter plus vite les mises à jour techniques qu'il peut y avoir sur Bitcoin. Sans rentrer dans Ok, les détails très techniques, mais par exemple Litecoin a une mise à jour mhm, Wimble Mimble qui en fait permet d'avoir de l'anonymat dans les transactions que n'a pas Bitcoin, étant donné que Bitcoin est tellement critique que les développements sont beaucoup plus longs à implémenter dessus. Ils ont besoin de d'accord. beaucoup plus de revues. Mhm, Et Litecoin sert aussi un petit peu de test en conditions réelles pour mettre ces mises à jour. ouais, Et c'est toujours une crypto d'ailleurs que je trouve très utile pour du paiement. Elle est plutôt rapide. Les blocs sont validés en quelques minutes. Il y a très peu de frais. Donc pour du paiement, d'ailleurs, je crois que ça reste une des cryptos hors stablecoin les plus populaires pour ce genre d'usage. d'accord, ok, intéressant. Parce que moi à l'époque je m'y étais intéressé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis un peu éloigné du projet. Donc pour revenir à ton profil, donc on a dit qu'il y a 27 ans, au niveau situation pro, donc tu es CEO chez Cryptcool. Au niveau de ton aversion au risque, aujourd'hui, si tu devais citer un adjectif, tu serais plutôt comment? Moi, j'y suis. J'ai pas peur de prendre des risques, justement parce qu'il y a un conseil sur lequel je me suis toujours tenu, qui était de pas investir de l'argent que je n'étais pas prêt à perdre. Mhm. Donc en fait, je suis toujours allé sur le marché des cryptos avec une somme sur laquelle j'étais très à l'aise, même si je perdais tout. Donc en fait, c'est pour ça aussi que je suis assez averse au risque. Pendant la phase d'apprentissage, un petit peu vers 2020, ça a été le début de la DeFi. Alors au tout début de la DeFi, c'était uniquement sur Ethereum et c'était extrêmement cher. C'est-à-dire que pour faire une opération DeFi, c'était plusieurs centaines de dollars par transaction. Donc du coup, j'avais regardé un petit peu de loin, mais je m'étais pas plongé dans la DeFi à ce Ouais, moment-là. Je m'étais juste intéressé un petit peu au fonctionnement sans l'expérimenter. Et c'est venu un petit peu plus tard avec l'arrivée de la Binance Smart Chain, oui, qui en fait était donc une blockchain EVM, c'est-à-dire très similaire à Ethereum dans le fonctionnement, dans le format des adresses, dans le fonctionnement des explorateurs de blockchain. Et l'avantage, c'était que les frais étant beaucoup plus bas, ça a vraiment permis d'expérimenter en détail mhm. la DeFi. Et c'est C'est-à-dire vrai que c'est qu'il y très avait. intéressant de pouvoir expérimenter comme ça un petit peu, d'aller à gauche à droite sur différents projets, de découvrir les différentes normes de protocole. Et c'est Mhm. pour ça que ça m'a permis vraiment d'aller un peu partout, des fois sur des bons trucs, des fois sur des moins bons, enfin d'expérimenter vraiment sur ce nouveau domaine. Donc, au niveau de ton aversion au risque, aujourd'hui, toi, tu es plutôt profil à prendre des risques, quitte à perdre le montant investi. C'est ça. Et Et ça a toujours un petit peu le côté expérimentation. Donc quand il y avait une nouvelle blockchain, j'aimais bien par exemple tenter d'utiliser les bridges, envoyer les fonds dessus. Je me rappelle ouais, l'avoir fait pour Matic à une époque. Et en fait, j'avais bridge des fonds de Ethereum à Matic. Et arrivé sur Matic, j'étais là. Mais en fait, il y avait rien sur la blockchain. Donc j'avais juste des fonds qui avaient été transférés, mais il y avait encore rien à faire sur la blockchain. Il n'y avait pas ouais, de DeFi qui avait été pas construite à cette époque. d'application. Ok. Euh, dans quelle classe d'actifs tu investis autre que la crypto? Métaux précieux, euh, de Hmm. façon assez évidente comme par rapport au groupe dans lequel j'évolue. Euh, Mhm. Surtout, voilà, ça correspond un petit peu à mes valeurs en termes de vision de la monnaie, comme je peux l'avoir sur Bitcoin, donc plutôt quelque chose de désétatisé, de décentralisé, et avec une production qui en fait est limitée par design. Donc il ne peut pas y avoir d'État qui va venir créer de l'inflation comme on a pu le connaître ces dernières années sur la Mhm. plupart des grandes monnaies. Et après, quelques autres petits investissements, un petit peu de locatif qui va arriver. Prochainement, un petit peu d'action aussi, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas. Donc, pour le moment, métaux précieux, crypto, en cours immobilier et dans un futur plus ou moins proche des actions. Alors, c'est pas tout à fait de l'immobilier, mais c'est du locatif un peu plus exotique. C'est Mais quoi? ça reste assez proche sur du logement. C'est Ouais, ok. en fait, ouais, j'ai acheté un bateau justement à usage de location à venir. Donc là, Ok. il y a encore quelques petits travaux à faire dessus.
mais le but ce sera de le mettre en location pour du quasi résidentiel. D'accord, ok. Aujourd'hui, dans ta répartition, donc c'est métaux précieux et crypto. C'est quoi tes pourcentages à peu près entre les deux? Je pense que ça va être à peu près peut-être du 30-30 à peu près dans chaque. Sachant que voilà, sur la partie crypto, ça évolue plutôt au fil des cours. Et Ouais, vu que j'ai des positions risquées, la répartition peut vite changer. Donc ouais, soit avoir des effets multiplicateurs qui va beaucoup faire grandir la partie crypto, ou parfois aussi des positions plus risquées qui peuvent faire baisser. Donc voilà, ça va être un peu du 30-30 et le reste un petit peu ailleurs, soit épargne de précaution, soit un petit peu à gauche, à droite. donc 30% crypto, 30% métaux précieux et Mhm. 40% du coup euh, épargne de précaution et peut-être des petits placements à droite à gauche, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Sur la partie crypto, sur quelle hypothèse tu bases tes investissements, ta stratégie? Tu parlais des fondamentaux tout à l'heure. Est-ce que c'est voilà, l'élément prépondérant dans ta thèse d'investissement? C'est ça. Alors, dans ça, on va dire, il va y avoir un peu deux catégories. Ça va être Bitcoin et le reste, sans rentrer forcément dans le maximaliste. Mais je vais avoir déjà Mhm. ma propre analyse sur Bitcoin qui va aussi un petit peu conditionner le reste, étant donné que sur les altcoins, moi, mon critère d'analyse, c'est le tokenomique. C'est Ouais. vraiment le point pour moi le plus important pour sélectionner un projet. Le tokenomique, l'équipe qui a derrière, l'anonymat en dehors de Bitcoin, souvent, c'est pas forcément Mhm. le meilleur des points positifs. Ouais. Euh, donc voilà, ça va être le tokenomique, la quantité de tokens en circulation, sa capitalisation de marché, euh, la quantité restante à diluer, à arriver, la durée de dilution d'arrivée sur le marché. C'est un petit peu tous ces facteurs. J'aime bien, pour orienter aussi mon analyse, aller voir un petit peu du côté des réseaux sociaux, des projets, Mhm. et en fait essayer de faire un comparatif entre le nombre de membres et la capitalisation de marché. Par exemple, je D'accord. sais qu'un groupe Telegram avec 20 000 membres sur un projet qui a une capitalisation de marché de 1 million de dollars, typiquement, ça veut probablement dire qu'ils ont acheté des abonnés Telegram ou ce genre de choses. Donc souvent, c'est un petit peu Mhm. des points négatifs, des points de vigilance. Si déjà ils en sont à truquer leur communauté, pour moi, c'est un petit peu un red flag sur la Mhm. viabilité à long terme du projet. Ok. Et après, une des règles que j'ai aussi, c'est en tête que un projet qui vient après et qui concurrence un autre ne dépasse jamais en termes de capitalisation un projet plus vieux. Par exemple, aucune crypto ne va Mhm. dépasser, pour moi, la capitalisation de Bitcoin. Aucun concurrent de TH ou token sur ETH ne va dépasser ETH. Et on peut même le mettre sur d'autres classes d'actifs. Par exemple, pour moi, aucun meme coin ne peut dépasser le Dogecoin. Et en fait, c'est un petit peu une règle que j'applique dans mon analyse, qui se vérifie assez souvent, qui sera peut-être Ouais. pas vrai à 100%, qui a peut-être pas été vrai à 100% sur certains projets. Mais voilà, souvent l'ancienneté rend les projets plus solides que des projets plus nouveaux, en tout cas dans cette industrie. Même si les projets sont plus technologiques, si on peut reprendre l'exemple, par exemple, Bitcoin et Litecoin, Litecoin est plus rapide, moins cher que Bitcoin. Il a Mhm. des mises à jour technologiques qui sont plus avancées, mais ça n'empêche pas que le Litecoin ne dépassera pas Bitcoin. Ok. Donc c'est priorité au first mover, quoi. L'avantage du premier arrivé qui pour toi prévaut par rapport à la technologie et aux innovations qu'ils peuvent faire sur d'autres projets plus récents. C'est ça. Je me méfie aussi un petit peu de certaines cryptos que Forbes avait qualifiées de crypto zombies. Souvent, justement, c'est des Oui. cryptos qui sont assez vieilles et qui ont Mhm. alors eux, leurs critères, c'était qui venaient des cycles précédents, qui avaient une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars et qui ont peu d'usage réel. Le premier Ouais. que j'ai en tête, que bon, ça n'engage que moi, mais que moi je n'apprécie pas forcément beaucoup, c'est XRP. Oui. Alors, ils ont certes une communauté qui est très vocale un petit peu sur le sujet, mais aujourd'hui, XRP, c'est juste qu'ils ont une énorme trésorerie. Alors certes, il y a eu des petits projets un peu récents de stablecoin ou ce genre de choses.
mais c'est pas déjà c'est pas une blockchain, c'est ce qu'il faut se rappeler. C'est un registre Mhm. distribué, mais ça va pas être une blockchain, donc c'est quand même important de le souligner. Et ça va avoir un projet déjà qui a très peu délivré au fil du temps, d'usage concret, et en plus de Oui. ça, qui a pour moi très peu d'avenir avec l'arrivée des monnaies digitales de banque centrale. C'est-à-dire que en fait, XRP est en concurrence avec Swift, et Swift est déjà en train de voir comment coordonner les futures monnaies digitales de banque centrale, là où en fait XRP est déjà un petit peu en train d'essayer de changer un système qui est déjà voué à disparaître dans le milieu bancaire. Ok. Et comme on est dans les anciennes cryptos qui délivrent pas trop, moi je pense à Cardano. T'as un Typiquement, avis sur Cardano? pareil, c'est un petit peu, c'était qualifié de crypto zombie par le fameux classement Forbes. Et c'est vrai qu'il y a peu Mm. d'usage. Tout ce que le token a, c'est une énorme trésorerie qu'ils ont constituée en Ouais. fait pendant le premier cycle. Et donc, c'est des facteurs qui vont aider à garder une grande capitalisation, parce que forcément, même si la trésorerie n'appartient pas aux détenteurs du token, ça reste quand même un peu lié et ça donne du poids à la crypto et à la blockchain. Et voilà, après aussi, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire d'Ethereum et de son fondateur, euh, en fait, il avait été éjecté de la fondation Ethereum et c'est pour ça qu'il a créé une blockchain concurrente. Sauf qu'aujourd'hui, il a beaucoup moins de développement, il a très peu d'usage, ils ont eu beaucoup de mal à sortir les smart contracts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense même pas être capable de citer un token qui existe Ouais, sur ouais. Cardano. Bah, moi j'en suis incapable, hein. Après, je m'intéresse pas plus que ça à ce projet, mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie des cryptos. Je comprends pas la valorisation, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait à ce niveau-là de ranking dans CoinGecko. C'est ouais. Au niveau de ta stratégie d'achat et de revente, une fois que tu as sélectionné ton projet, euh, à quel moment tu vas dire bah là c'est un bon moment pour investir, là c'est un bon moment pour revendre. À quel moment tu établis tes niveaux de prise de profit? Est-ce que c'est sur du très long terme? Est-ce que tu es en mode buy and hold? Voilà, quelle est un peu ta stratégie d'investissement? Alors, en général, c'est souvent par le fait de holder, mais même si je le fais moins aujourd'hui, un petit peu par manque de temps, la stratégie que je privilégiais, c'était plutôt de miser sur des monnaies des cryptos faiblement capitalisées, Mhm. donc qui étaient au début de leur projet avec de très faibles capitalisations, euh, ce qu'on appelle parfois les small, voire les micro caps, et en fait d'essayer de miser dessus avant qu'elles prennent de l'attraction et qu'elles prennent beaucoup plus de capitalisation. Une crypto sur laquelle j'ai eu du bon et à la fois loupé une opportunité, c'était Elrond. Donc je crois Mhm. que maintenant ça s'appelle Multivers X ou quelque chose comme ça. Mais Multiverse X. voilà, c'est ça. Typiquement, j'avais connu la crypto un petit peu avant son premier changement de nom et Mhm. quand le token de base avait été échangé contre le EJLD. Et donc, c'était Ouais. à peu près une valeur de 10 euros juste avant que ce soit connu, que ça prenne beaucoup de traction. Alors, ça en avait déjà pris un petit peu. C'est-à-dire que certains qui avaient été très early sur le projet avaient déjà fait de bons profits. Et c'était juste avant que le token explose rapidement, je crois, jusqu'à environ 200 euros pièce. Et pour le coup, j'en avais acheté un peu, mais j'avais prévu de renforcer ma position. Et pour ne pas l'avoir fait pile poil au moment où je souhaitais le faire, j'ai pas pu renforcer la position avant Ok. l'explosion. Donc du coup, parfois, voilà, Ok. le timing c'est important et ne pas forcément remettre au lendemain quand on a pris une décision d'investissement, ce genre de choses, surtout dans les cryptos là où ça peut aller très vite. Mais toujours veiller à pas non plus succomber au FOMO Bien et sûr. investir le plus rapidement possible en manquant de recul. Donc c'est Oui, pour ça. après, des opportunités, ils s'en présentent régulièrement aussi, donc faut pas trop se sentir frustré parce qu'on avait prévu d'investir, la crypto elle est partie. Une fois qu'elle est partie, bah tant pis. Faut savoir s'asseoir sur ses mains et pas FOMO comme tu le dis, et attendre une prochaine opportunité. Au niveau capitalisation, c'est quoi que tu considérais comme small cap, voire enfin tout ce qu'on appelle low cap, les petites capitalisations, en dessous de laquelle toi tu te dis c'est suffisamment faible pour représenter une opportunité. Je pense en dessous de 50 millions à peu près.
Ok. Après, c'est là aussi où il faut être le plus vigilant, car il y a beaucoup de projets qui sont là juste pour essayer de tenter de se faire de l'argent de facile, qui sont un peu véreux. Euh, Mm. il y a beaucoup de projets voilà, qui peuvent manquer un petit peu de structure, donc c'est aussi très risqué. Mais c'est les plus intéressants, car typiquement, un token qui a une capitalisation de 50 millions qui monte à 1 milliard, ben, en fait, c'est un fois 20 si le token n'a pas été dilué entre-temps, ce qui peut arriver aussi en fonction du tokenomique. Sachant que je pense que ça dépend aussi si c'est un token ou un coin. Euh, je pense que la notion de small cap n'est pas forcément la même en fonction de si c'est un token ou un coin. Dans le sens, Mhm. un coin qui va avoir sa propre blockchain, qui va déployer une infrastructure, euh, pour moi, voilà, 50 millions, c'est plus une small cap s'il a vocation à faire quelque chose de très gros. Là où, par exemple, un token, ce serait peut-être plutôt à 10 millions de market cap, où on pourrait la considérer comme une small cap, car le token Mhm. a peut-être moins de chances en proportion de passer la barre du milliard, qui est souvent plus réservé à des blockchains ou à de très gros tokens. Ouais. Tu peux rappeler rapidement ce que c'est la différence entre un coin et un token? Alors le coin, tout simplement, ça va être la crypto native d'une blockchain, et le token, ça va être une crypto qui est créée sur une blockchain. Par exemple, Ouais. si on prend l'Ether, c'est un coin, étant donné que la crypto de la blockchain Ethereum native, et l'USDC, qui est un stablecoin, lui va être un token qui est construit sur Ethereum. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, pour toi, les coins, donc les jetons natifs d'une blockchain, ont un potentiel de capitalisation plus important. C'est ça. Justement parce qu'en fait, ils vont héberger sur leur infrastructure une multitude de tokens qui auront chacun une certaine valorisation. Et par exemple, aujourd'hui, on voit souvent que une blockchain est plus capitalisée que l'ensemble des projets qui la composent. Mm. Par Clairement. exemple, Ethereum aujourd'hui est pas loin de 400 milliards et Mm. doit avoir, je crois, environ 70 milliards de valeur d'actifs qui est stocké dessus. Mm. Donc on a toujours un rapport en fait de la quantité d'actifs circulantes sur la blockchain, euh, enfin une capitalisation globale supérieure à la quantité totale d'actifs qui est présente. Ouais, tout à fait. Et il y a quelque chose qui me marque là dans ce que tu dis. Tout à l'heure, on parlait de Litecoin, tu disais que tu avais investi dessus par rapport à son prix, qui était beaucoup plus faible que celui de Bitcoin, donc beaucoup plus accessible pour pouvoir en acheter un. Et là, aujourd'hui, quand tu sélectionnes un actif sur lequel tu investirais potentiellement, tu vas plus regarder sa capitalisation et plus C'est du tout ça. son prix, du coup. En fait, pour moi, le prix n'a plus aucun sens, le prix unitaire du jeton, Ouais. car il peut varier de énormément de choses et il peut même, en fonction de la tokenomique, ne pas vouloir dire grand-chose du tout. Par exemple, un token qui aurait une tokenomique avec un taux d'intérêt de 30% annuel qui correspondrait à la dilution de nouveaux jetons, eh bien en fait ça sert à rien de se dire j'investis sur un token qui vaut tant aujourd'hui, car au bout d'un an il aurait été dilué de 30%, mais on aura aussi potentiellement récupéré cette quantité si on a stacké le token. Donc c'est pour ça que Ouais, tout à pour fait. moi c'est assez important Tout de à se fait. détacher Ouais, ouais. du Là, prix là, unitaire de la crypto et plutôt d'aller sur la capitalisation et la tokenomique. ouais, là tu mets en avant un autre point qui est effectivement la tokenomics dont tu as parlé tout à l'heure, de voir quel est le nombre de jetons en circulation aujourd'hui, quel est le pourcentage de ces jetons en circulation, quel est le vesting, ce qu'on appelle la libération des jetons, et voir en plus de ça également quelle est l'inflation, parce qu'on peut très bien aujourd'hui avoir par exemple 20% des jetons en circulation, donc 80% qui vont être libérés par exemple en vesting à des investisseurs ou des Comme VC le voilà, qui Trump sont Coin rentrés par exemple. ouais, au hasard. Et en plus de ça, alors là, c'est pas le cas de Trump Coin, mais en plus de ça, avoir une inflation sur la blockchain sur laquelle il serait. Et, Mhm. et ça, en fait, ça vient. Enfin, pour prendre un exemple, Ethereum euh, ou même la BNB Smart Chain, euh, ils ont tous les jetons en circulation, sauf que, en fait, il y en a qui sont produits euh, de manière très régulière. Et donc en fait, ça crée une inflation. Et donc s'il n'y a pas un mécanisme de burn qui vient en parallèle pour réduire cette inflation, ben, on peut avoir des blockchains du coup qui ont des inflations qui sont ben, plus ou moins importantes. Et ça, c'est des notions qui sont
pas forcément simple à comprendre au premier abord. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'ai débuté, ça me passait vraiment au-dessus et j'ai mis un peu de temps avant de comprendre ça. Ce serait presque comme comparer la valeur d'une action, enfin acheter des actions d'entreprise sur la base de leur valeur, euh, sur la base de la valeur du titre, sans regarder ni la capitalisation ni les finances de l'entreprise. Hum, Pour hum. vraiment faire un parallèle boursier Ouais, d'acheter une crypto uniquement sur la base de son prix sans prendre en compte les autres paramètres. ok. Et donc ça, c'est pour la partie, on va dire, positionnement à l'achat. Et ensuite, pour la vente, est-ce que tu as des paliers de vente? Est-ce qu'ils sont définis dès le départ? Est-ce que tu suis des indicateurs? À quel moment tu te dis il faut que je vende? Souvent, ça va être un petit peu justement par rapport à la capitalisation de marché, donc une capitalisation un petit peu cible. Donc déjà qui ne dépassera pas celle d'un projet plus récent, d'un projet plus gros, ce genre de choses. Et en y appliquant aussi une décote, étant donné qu'il y a très peu de chances que ça légale. Donc en fait, voilà, ça va être un peu une cible de capitalisation de Mm. marché. Et je dirais que c'est pas forcément, je le fais pas de façon forcément très stricte, dans le sens où si par exemple je sens que le marché surchauffe à un moment donné ou ce genre de choses, je peux sortir de ma position ou effectuer des arbitrages avant en fait qu'on atteigne la cible. Pareil, si par exemple je détecte des après coup des red flags, euh, ça peut m'amener à sortir avant l'objectif que je m'étais fixé. Ouais, ok. Alors, je précise que tout le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Tout ce que nous partage Alexis ou tout ce que je peux être amené également à dire ne doit vous inciter en aucun cas à investir dans telle ou telle crypto. On partage simplement notre expérience, mais voilà, pas de conseil en investissement. Et du coup, je le précise parce que j'aimerais que tu nous donnes un exemple d'une crypto sur laquelle tu t'es positionné et quels sont tes différents niveaux de prise de profit. Alors, bah déjà on a l'aileron qui peut être un bon exemple. Alors j'ai Oui, plus les capitalisations en tête, mais justement j'avais parié quand il était assez faiblement capitalisé euh, sur une explosion du token et je pense même qu'à l'époque c'était allé au-delà de ce à quoi je m'attendais et c'est pris beaucoup de mhm. traction très rapidement. Et là en fait j'avais vendu juste parce que le niveau de prix me satisfaisait et j'étais plus forcément dans des objectifs très stricts. Mais Ok, une erreur que j'ai pu faire par le passé aussi, c'est de parfois avoir visé un objectif à peine trop haut et de pas avoir mis de stop loss pour prendre des profits en cas de baisse du marché avant l'objectif. Et ok. ça, c'est quelque chose que si je referais, je pense que ce sera amené à changer. Euh, je l'avais déjà eu, je crois, sur le CRO, par exemple. Mhm. Le, J'avais visé à peu près 1 dollar en capitalisation, on était monté à 90 centimes. Bon, sur D'accord. le prix unitaire, mais qui reflétait en fait derrière la capitalisation du Ouais. token. Et bah pour le coup, on s'était arrêté à 90 centimes et le fait de ne pas avoir mis de stop loss, le token est redescendu assez vite derrière. Donc c'est un peu dommage car voilà, à 10% d'un objectif, on aurait pu prendre des profits avec un stop loss et c'est ce que j'avais pas Mhm. fait à l'époque. Et à ce moment-là, du coup, tu t'étais au niveau de capitalisation sur EGLD, si je reviens sur EGLD, tu avais ciblé la capitalisation par rapport à Ethereum, par exemple, ou Non, pas du beaucoup tout? moins. Justement, je pense que Ethereum, c'est difficile, ne serait-ce que dans son approcher. Par exemple, Solana, qui aujourd'hui a une capitalisation de 100 milliards, c'est un quart de la capitalisation d'Ethereum, et je trouve ça déjà énorme, voire peut-être même un petit peu... alors, soit Solana, de mon point de vue, est surévalué, étant donné qu'il a très peu d'actifs sur sa blockchain, comparé à Ethereum, Mhm. soit Ethereum est sous-évalué, et dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux aller sur Ethereum directement plutôt que miser sur ses concurrents, car soit Ethereum est sous-évalué et on va miser sur un rattrapage du cours pour revenir à un prix de marché qui serait plus convenable, soit Solana est surévalué, car en ce moment il est un petit peu à la mode, et quelque chose que je fais souvent, c'est essayer de se méfier aussi des modes passagères, car voilà, ça peut être intéressant, car tout va très vite et il y a des profits qui peuvent se faire très rapidement,
mais le moment où la mode est passée, il n'y a plus rien. Par exemple, on l'a vu sur les NFT à une époque. Il y a une grosse mode sur les NFT, Mhm. tous les NFT ont explosé. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait le choix de pas aller. Alors, j'en ai acheté un ou deux pour essayer un petit peu voir comment ça marche, ce genre Ouais, de choses. comprendre le fonctionnement plus que pour spéculer, hein. C'est ça. Mais les NFT, moi, m'ont pas spécialement attiré, en particulier les NFT d'art, pour lequel Mm. je n'ai vraiment pas du tout touché. Tout ce qui est, ce qu'ils appellent, je crois, les NFT de photos de profil, les NFT d'art, tout ça. J'avais essayé un petit peu avec des NFT objets de jeux vidéo, car je me suis dit Mhm. c'est quelque chose qui a plus une utilité plus ou moins réelle. Alors certes dans du divertissement numérique, mais c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Et en fait, même aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas un NFT dans un jeu vidéo peut avoir une valeur. Si on prend par exemple des Mhm. pièces d'or sur World of Warcraft ou des skins, des textures d'armes sur CSGO, en fait, c'est des objets, même si c'est pas des NFT, ils ont une valeur marchande. Donc c'est pour ça que Mhm. j'avais privilégié plutôt les objets de jeux vidéo comme NFT pour expérimenter un petit peu, mais j'avais pas forcément beaucoup creusé le sujet. C'était plus pour voir un petit peu Ok. comment ça marchait les ventes de NFT, les placer sur les places de marché. C'est un fonctionnement qui est assez différent des autres tokens. Et c'est pas plus mal car aujourd'hui, les NFT, il y a eu quasiment plus de liquidité au moment où la mode est passée. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va revenir? Peut-être, alors soit une mode peut revenir un petit peu de nulle part. Par exemple, on l'a eu un peu avec les meme coins. Euh, il y a eu une petite mode autour des meme coins en 2021, pendant le cycle précédent. Et on voit que cette mode Ouais. revient un petit peu aujourd'hui. Donc ça peut revenir. Ou Elle alors, sinon, ce revient, serait plutôt... elle est même revenue très fortement, hein. C'est ça. 2024, c'est Je, l'année des mêmes, hein. Ouais, je pense qu'on est même au-dessus de l'année précédente. C'était Mm. plutôt avant enfin, limité au Dogecoin, et on va dire C'est ça. Mm. à ceux qui l'ont suivi, Shiba, voilà, et deux, trois autres. Là maintenant avec PumpFun sur Solana, c'est vraiment, il y a des shitcoins, il y a des centaines, des milliers de shitcoins qui naissent tous les jours et qui meurent aussi tous les jours. Donc je pense qu'on est à Ouais. des niveaux qui sont plus importants, mais mais peut-être aussi beaucoup moins solides. C'est-à-dire qu'avant c'était beaucoup plus limité, donc les Ouais. communautés, vu que les mêmes coins reposant uniquement sur les communautés, ils étaient plus limités, donc les communautés étaient plus concentrées. Aujourd'hui, les mêmes coins sont plus, il y a même plus, je pense, l'aspect communautaire, à part sur les quelques-uns qui sortent vraiment du lot. Et on est sur de la spéculation pure, et en fait, c'est voilà, c'est juste essayer d'investir, de rentrer sur le marché, de faire une plus-value et de sortir avant que tout le monde sorte. C'est un petit peu les chaises musicales. Mm. J'avais regardé les chiffres en octobre, c'était 40 000 coins qui étaient lancés par jour sur Ouais. Solana. Sur Solana, un truc de Et fou. donc tout autant qui meurent en très peu de temps, Bah, exactement, c'est entre sûr. les arnaques, les projets dont les gens se désintéressent, ceux qui ont des tokenomics assez mal conçus ou ce genre de choses, ça peut aller très vite. Hmm. Mais je reviens sur les NFT, au-delà de la hype qu'il y a pu y avoir et de l'engouement autour de ces collections d'art, on va dire, le NFT en tant que tel, d'un point de vue, on va dire, technologie, c'est quand même fort. Oui, je trouve que c'est une technologie qui est très intéressante, mais justement pour essayer de l'appliquer à d'autres usages. Euh, Étant donné que voilà l'art numérique, alors moi je suis pas forcément déjà très sensible, euh, je vais Hmm. préférer aller voir des œuvres, on va dire, qui sont plus ancrées dans le monde réel et qui, enfin, j'ai pas été très sensible par la proposition de valeur des NFT Ouais. sur le marché de l'art. Par contre, sur Alors moi, d'autres, moi non plus, et je suis surpris du peu de développement ou de peu de cas d'usage finalement des NFT dans d'autres secteurs. j'ai une anecdote pour le coup qui est par rapport au narratif des NFT. Je suis propriétaire d'un singe et donc voilà, il y a que moi qui peux le posséder. Je l'ai acheté des centaines de milliers de dollars et j'étais sur un marché et j'ai vu des t-shirts avec justement les board app, donc les singes NFT qui étaient imprimés sur les t-shirts. Donc en fait, certes, t'en es que le seul propriétaire, sauf que n'importe qui peut s'amuser à l'imprimer et à le porter sur Oui, son t-shirt. ouais, Donc voilà, ouais, ouais, c'est. complètement. Mais sur d'autres usages,
Déjà, je trouve que le jeu vidéo s'y prête plutôt bien. Et il a des cas concrets. Par exemple, je sais qu'il y a certains jeux de cartes où en fait le NFT est parfait car il permet justement de créer une carte virtuelle qui est unique. Donc en fait, Mm. ça permet Ouais. aussi d'avoir la propre économie sur tout ce qui est jeu comme ça de jeux de cartes de collection à jouer. Mm. Donc ça permet de le recréer sur un système virtuel, là où les autres tentatives étaient beaucoup plus fermées. Si on prend les jeux de cartes virtuels un petit peu comme Hearthstone ou ce genre de choses, en fait ils sont fermés au sein de leur propre écosystème et, euh, Ouais. et on peut pas en récupérer de la valeur marchande directement comme on pourrait le faire avec des NFT. Et ça permet aussi de se Mm. désintermédier. Euh, truc tout bête, si par exemple le jeu vient à fermer ses portes, et bien en fait avant, tout était perdu. Aujourd'hui, les joueurs peuvent continuer à recréer un système euh, avec ces objets et en fait peuvent recréer le jeu sans les développeurs originaux. Donc Mm. ça permet de continuer, de pérenniser ce genre d'initiative et de rendre l'économie qui est autour plus intéressante aussi pour les joueurs. Après, on peut Ouais. l'avoir pour d'autres cas. Là, ce serait plutôt de le fixé sur des objets réels. Mais c'est vrai que ça pose des défis qui sont un petit peu plus complexes, qui est par exemple, si j'ai un objet qui est lié à un NFT, qu'est-ce qui se passe si je vends l'objet à quelqu'un et le NFT à quelqu'un d'autre. Si par exemple, je sais pas, c'est pour authentifier, on va dire, un objet de maroquinerie de luxe, eh bien, qu'est-ce qui se passe si jamais je vends le vrai objet de maroquinerie à quelqu'un et que je vends le NFT avec une contrefaçon à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça peut poser des défis, mais ça peut avoir des usages un peu Ouais. intéressants pour le lier à des objets réels. C'est Mm. alors soit ça peut être solutionné par l'intervention d'un tiers de confiance, mais on perd une partie de l'intérêt de la technologie. Soit il faut vraiment trouver une solution pour pouvoir garantir la décentralisation sans l'intervention de tiers de confiance, pour garantir le lien entre le virtuel et le réel. Ouais, ouais, ouais. Ben, il y a une boîte, parce qu'on, toi, tu es du côté de Bordeaux, moi, je suis pas trop loin non plus. Il y a une boîte dans le coin qui propose ça pour le vin. Et donc, en fait, tu achètes un NFT et eux gardent le produit physique pour toi. Et donc, il y a possibilité de se faire livrer et ça entraîne la destruction, du coup, du NFT. Et avec possibilité de transférer la propriété, du coup, de la bouteille à quelqu'un d'autre en vendant le NFT. Et du coup, à ce moment-là, c'est celui qui a acheté le NFT, du coup, qui peut réclamer, s'il le souhaite, la livraison de la bouteille. Voilà, bah c'est un des exemples. Par contre, ça permet pas de se passer du tiers de confiance, en tout cas sur la Non. partie gestion de Oui, l'actif réel. stock Mais c'est physique. vrai que c'est un bon exemple d'utilisation concrète. Euh, et je pense que c'est là où il y a un vrai intérêt à développer l'usage des NFT sur ce genre de choses. Et mine de rien, pour ceux qui veulent le mettre en place, ça permet aussi d'attirer une population qui a des cryptos et qui cherche potentiellement un autre moyen de l'utiliser. Donc ça peut aussi avoir un intérêt pour les commerçants eux-mêmes. Hmm. Pour revenir un peu sur ton portefeuille, donc tu nous disais que tu aimais bien aller chercher des cryptos à petite capitalisation. Euh, Est-ce que tu connais un peu, alors je sais que ça bouge en temps réel, et ton pourcentage à peu près entre, enfin, du Bitcoin si tu en as, Ethereum si tu en as, et des grosses cryptos, moyennes cryptos et toutes petites cryptos, tu es sur quel ratio? Moi, je vais être quasiment que sur des petites cryptos euh, pour justement essayer d'aller chercher de l'effet multiplicateur. Mais il y a Ouais. de l'effet multiplicateur à la hausse comme à la baisse. Donc pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec toutes les notions qu'on a pu aborder précédemment, je le recommande pas du tout. Mhm. Et voilà, c'est assez chronophage. Donc si je manque de temps en général, c'est vrai que je me désinvestis un petit peu. Mais vraiment d'aller sur les petits projets, ça a aussi le côté un petit peu plus sympa d'analyser, de découvrir de nouvelles choses. Parfois on découvre de nouvelles technologies. J'ai plus le nom du token en tête, mais j'en ai trouvé un intéressant qui en fait proposait une solution technique qui fonctionnait avec Chainlink et Uniswap pour pouvoir placer des ordres limites sans frais de liquidité sur Uniswap. D'accord. Donc en fait, quand on va passer un ordre normalement sur Uniswap V3 pour le coup, normalement on va payer entre 0,1 et je crois 1% aux fournisseurs de liquidités et on va uniquement pouvoir exécuter des ordres au marché. Donc quand on vient
interagir avec un exchange décentralisé, c'est que des ordres au marché. Mhm. Et en fait, eux, la solution qu'ils avaient trouvée était d'utiliser une position de liquidité concentrée d'Uniswap V3 qui permettait en fait de répliquer le fonctionnement d'un ordre à court limite. Et en étant fournisseur de liquidité sur son ordre, eh bien en fait on ne payait pas, voire on pouvait même récupérer un petit pourcentage en plus de son ordre de transaction sur Uniswap V3. Ok. Et alors le projet n'a pas forcément explosé, il n'a pas forcément été très connu. Euh, il n'a pas non plus explosé à la baisse, donc ça a permis de rentrer et sortir, on va dire, au même coup. Mais c'est vrai qu'il avait une technologie intéressante qui aurait gagné peut-être à être un peu plus connu. Mais pour le coup très technique, et c'est peut-être pour ça aussi que ça peut mettre des barrières à de nouveaux investisseurs qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement de la technologie et du coup qui peuvent passer à côté. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis des fois aussi, comme ça me semble très niché aussi. Donc C'est ça. le potentiel aussi de capitalisation importante reste relativement faible. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont très jolis sur le papier, qui ont des très jolis sites internet, qui ont une très belle promesse, mais quand on regarde un peu les métriques, est-ce qu'il y a des cas d'usage, est-ce qu'il y a de l'adoption, euh, il y a quand même pas mal de coquilles vides qui sont là juste avec des promesses en fait, et il n'y a pas C'est forcément ça. derrière d'usage quoi. Ça c'est un peu, je trouve, enfin moi perso c'est quelque chose sur lequel je vais être vigilant et je vais avoir un peu de mal à investir dans un projet que personne n'utilise quoi. Bon, ça vient plutôt du cycle de 2017, mais c'était par exemple le Dentacoin, le token des dentistes. On sait même pas à quoi ça servait, pourquoi les Mm. dentistes devaient l'utiliser. Mais voilà, ils lançaient des projets sur un peu tout et n'importe quoi, et au final, ça n'a Ouais. aucun usage réel derrière. C'est d'ailleurs pour ça que ça Mm. s'était effondré à l'époque. Et voilà, c'est vrai que l'usage est très important, ne serait-ce déjà que pour capitaliser un projet. Et surtout en DeFi, qui est quand même un milieu très concurrentiel entre les différents protocoles, c'est l'usage qui va primer. Et souvent, par exemple, quand une nouvelle blockchain sort, on voit qu'il y a un seul DEX qui émerge par rapport à tous les autres. Et souvent, Mm. le DEX qui réussit va prendre le plus gros de la capitalisation, et tous les DEX concurrents qui ne sont pas sortis en tête, en fait, vont avoir tendance à couler dans le temps. Eh oui. Eh oui. Et du coup t'as pas de Bitcoin, pas d'Ether. Non, en fait, c'est vu que j'avais commencé avec un petit capital vraiment pour spéculer. Alors j'en ai eu pendant pas mal de temps, mais là maintenant, je suis quasiment exclusivement Mhm. sur des petits projets plus risqués. Euh, pour de Ouais. l'investissement plus sérieux, par contre, je prendrais que du Bitcoin ou de l'Ether. Ouais. C'est Ok. voilà, c'est en fait pour de la spéculation, c'est très bien les small caps, mais pour de l'investissement sérieux, uniquement Bitcoin, Ether. Ether, je miserais peut-être un petit peu sur un rattrapage de la capitalisation, comme on l'avait dit, sur le fait que c'est un petit peu, Mhm. à mon sens, sous-évalué, en tout cas par rapport à ces blockchains concurrentes. Et Bitcoin, moi je l'analyse souvent, ce qu'on disait au tout début, il y a un peu les autres tokens et Bitcoin. Bitcoin, je le vois comme un facteur de la capitalisation de l'or fois le pourcentage d'adoption. Et en fait, Bitcoin a à peu près 10% de la capitalisation de l'or aujourd'hui, et Bitcoin et les cryptos en général ont à peu près 10% d'adoption dans le monde. Donc de personnes qui l'utilisent et qui reconnaissent un petit peu comme une valeur qui a du Mhm. sens, qui croient de façon plus ou moins prononcée. Et donc pour Bitcoin, là, ce serait plutôt d'aller miser sur une croissance de l'adoption. Ouais. Et donc en fait, du coup, une capitalisation qui se rapproche de plus en plus de celle de l'or. Et si par exemple, on arrive à projeter la croissance, on peut utiliser le modèle de la croissance d'Internet ou ce genre de choses, qu'on la croise avec l'adoption de Bitcoin, et bien après on peut faire des estimations de prix. Si par exemple demain on a une population mondiale qui adopte la crypto à hauteur de 20%, 20% de la population mondiale qui accepte le Bitcoin, eh bien on peut dire que le Bitcoin sera sûrement à peu près deux fois son niveau actuel. Ouais. Par contre, pour ceux qui voient le Bitcoin à des niveaux complètement stratosphériques, des 10 millions par Bitcoin, ou des estimations parfois qui dépassent la capitalisation de l'immobilier mondial, je pense que parfois ça manque un petit peu de recul sur justement la capitalisation que ça peut avoir. Ouais, ouais. C'est-à-dire, enfin voilà, la possibilité, c'est que tout le monde valorise plus le Bitcoin que tous les actifs du monde.
et à voir si c'est réaliste ou pas, mais moi je me baserais plutôt sur la capitalisation de l'or pour mes analyses. Ouais, ouais, ouais. Disons que ça peut donner peut-être un prix plus ou moins juste, qui serait peut-être le prix réel ou ouais, un prix juste. Mais après, il y a cet effet de bulle qui va faire que voilà, ça peut prendre une capitalisation beaucoup plus importante que la capitalisation juste, on va dire. Et des fois, et puis après, quand on est en marché baissier et que c'est la panique et qu'on entend voilà, que Bitcoin est fini, que ça vaudra plus rien, peut-être à ce moment-là, il va être sous-évalué par rapport à sa valeur dite juste, par rapport à son pourcentage d'adoption versus la capitalisation de l'or. C'est justement pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'utiliser cette métrique, parce que ça permet de voir si par Ouais. exemple le Bitcoin est au-dessus, c'est peut-être qu'il est temporairement en surchauffe. Après, ça peut durer plus ou Exactement. moins longtemps et l'adoption peut rattraper euh, cette surchauffe, étant donné que souvent, voilà, une hausse des prix va amener plus de gens à s'y intéresser. Et à l'inverse, un Bitcoin qui est en dessous de cet indicateur, c'est peut-être un Bitcoin qui est un petit peu sous-évalué, qui peut être dû à plusieurs facteurs. Par exemple, quand il y a eu le crash de FTX, le Bitcoin a été sous-évalué probablement par rapport à sa valeur de marché réelle. Mais c'est juste que Hmm. ça a fait tellement de dégâts Ouais, ouais. qu'il y a eu une phase, voilà, une phase un petit peu baissière par rapport à ses fondamentaux. Hmm. Et pour l'anecdote, je m'étais amusé à regarder le prix du Bitcoin en or, en once d'or, et en fait, le Mhm. Bitcoin a dépassé son plus haut historique en or, non pas à 70 000, mais plutôt aux alentours de 96 000 dollars. Étant donné D'accord. que l'or a beaucoup monté Et- cette année, hmm. en fait, souvent nous on a tendance à dire que l'or ne monte pas, c'est les monnaies d'État qui baissent par rapport à l'or. Hmm. Et en fait, l'or a un pouvoir d'achat qui est à peu près stable dans le temps, Oui. et un Bitcoin qui a été au plus haut de 2021, en fait, pour pouvoir acheter autant de choses avec un Bitcoin en 2024, c'est uniquement lorsqu'il a franchi les 96 000 dollars qu'il a eu un pouvoir d'achat équivalent quand on utilise l'or comme point de repère. Et donc là, il a dépassé son ATH en valeur réelle. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir quand on prend le graphique que globalement, il y a une croissance qui a été assez stable du Bitcoin en or, avec juste un petit pic de surchauffe au moment des ETF. Mais globalement, il y a une croissance organique assez saine. Ok. Si on revient un peu sur tes 7 ans d'investisseur crypto, tu as dû passer par différentes phases émotionnelles. C'est quoi ton souvenir le plus fort émotionnellement? Euh, je pense peut-être plus l'euphorie où on pouvait aller un peu n'importe où sur le marché et ça marchait. Enfin bon, de temps en temps, il y avait peut-être une petite arnaque. Mais ces phases où le marché était très haussier, surtout dans l'arrivée un petit peu de nouvelles technologies. Par exemple, les débuts de la BSC, voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Beaucoup de monde sont intéressés à la DeFi et un petit peu cette euphorie. J'ai pas forcément mal vécu les phases de baisse, vu que j'ai toujours mis du capital que j'étais prêt à perdre. Hmm. Ça m'a jamais vraiment impacté négativement, émotionnellement, Ok. ces phases. J'ai eu la chance d'éviter FTX et Terra Luna. Mhm. J'ai touché à aucun des deux projets, donc voilà, j'ai pas mal vécu d'avoir tout vu disparaître en quelques instants. Ça m'est déjà arrivé sur quelques arnaques ou crypto qui n'étaient pas forcément très fiables, mais Ouais. ça a jamais été tout mon capital qui était investi dessus à un moment donné. Donc, Ok. donc voilà, peut-être plutôt les phases un petit peu d'euphorie qui m'ont plus marqué, qui sont intéressantes, mais c'est là aussi où il faut prendre du recul, selon moi, pour justement essayer d'analyser un petit peu les choses. Parce que quand tout monte et qu'on arrive à gagner de l'argent, c'est pas parce qu'on est bon, c'est juste parce on suit le mouvement, entre guillemets. Ouais, ouais. Et c'est quoi, du coup, dans cette phase d'euphorie, ta plus belle réussite? Euh, je pense les cryptos où il y a eu des coefficients multiplicateurs, ce genre de choses. Ouais. T'en C'est as un voilà. en particulier qui t'a marqué où tu te dis, ouais, cette crypto, elle m'a fait gagner ou... Je pense que j'ai eu Elrond, je crois que ça devait être x18 à peu près. Alors Ok. c'était pas sur beaucoup, c'était pas sur une grosse somme, mais il y a eu un gros coefficient multiplicateur. Et je crois aussi Matic. En fait, les fonds que j'avais bridge sur la blockchain quand il y avait rien à faire, à Mhm. l'époque je les ai pas ressortis, je les avais laissés dormir là. Et le truc c'est que D'accord. le Matic avait eu un beau rallye haussier et il était Mhm. passé, je crois, de quelques dizaines de centimes
à quelques dollars. Et donc pareil, il y avait eu un beau coefficient multiplicateur dessus. Ok. Et ton plus gros échec? Une crypto, la crypto peut-être qui t'a fait perdre le plus? Une crypto qui est partie à Euh, zéro ou t'es sorti en perte? je pense les scams que j'ai pas détectés. En général, Ouais. enfin, soit les arnaques ou les projets un peu foireux. Parce que souvent, c'est pas. Je crois que j'ai assez peu eu de crypto où la capitalisation passe à zéro d'un coup parce que le dev retire tout. Et je pense que souvent, c'est Ouais. plutôt des cryptos où en fait le projet meurt lentement. Et c'est encore plus Ouais. insidieux car on se dit bah Ouais. peut-être si jamais ça se réveille, ça peut repartir et c'est peut-être plus Ouais. difficile aussi à sortir de ces projets plutôt qu'on va dire de faire le deuil d'une position qui s'est volatilisée et sur laquelle il faut avancer. Hmm. Donc ouais peut-être plutôt voilà c'est parfois avoir trop attendu sur des projets qui n'en valaient pas la peine. Ok. Et il y a un exemple, une crypto qui t'a marqué plus que les autres? Euh, bah, je pense justement le Lycon déjà parce que c'est une des premières et surtout je trouve qu'il y a toujours eu des cycles un peu intéressants dans le Ouais. sens où le Litecoin est parfois décorrélé du reste des marchés des cryptos. Mhm. Euh, et en fait, il peut avoir des cycles qui lui sont propres et exploser alors que le reste du marché est complètement stable. Et Mhm. c'est déjà assez. Elle a une proposition de valeur qui est assez intéressante. Et le fait de ne pas être directement corrélé au Bitcoin comme ça, à pouvoir avoir un petit peu ses propres cycles, je trouve ça aussi intéressant. Ouais. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? De démarrer par Bitcoin et de se renseigner au maximum sur les fondamentaux, de comprendre ce qu'il fait. Vraiment, je pense que la compréhension de dans quoi on investit, c'est un des facteurs les plus importants. Euh, si on démarre dans les cryptos en pensant devenir riche rapidement, alors ça existe, mais c'est 0,1% de la Mhm. population qui investit. Il y en a tout autant, voire plus, qui perdent tout. Et donc, bien se renseigner sur les projets et ce sur quoi on investit et comprendre dans quoi on investit. Ouais. Ok. Et Bitcoin, du coup, c'est pas trop tard pour toi? Non, c'est jamais trop tard. En fait, c'est un petit peu comme, je dirais, c'est un peu comme l'or. L'or actuellement au plus haut. Et en fait, c'est pas non plus le mauvais moment d'investir dans l'or, car il y a, pour moi, sur ces actifs, jamais vraiment de mauvais moment. Surtout Mhm. quand on les compare un petit peu avec les monnaies traditionnelles qui, elles, pour le coup, perdent de la valeur en continu. Mhm. Donc en fait, ça permet vraiment de se hedger un petit peu par rapport aux monnaies d'État. Ouais. Ok. Et comment on fait pour bien comprendre un projet, pour comprendre dans quoi on investit? Alors déjà, ça va être de lire le livre blanc, s'il en existe un, c'est pas toujours le cas. Et à Mhm. défaut, d'aller chercher plutôt dans la tokenomique. Souvent, elle est publique. Euh, Ouais. Quelque chose auquel je fais assez attention aussi, dont on n'a pas abordé, c'est comment a été financé le token. Mhm. Souvent, un token kiné passe par plusieurs phases de financement. Ça peut être financé par des ventures capitalistes, par une vente privée. Regarder à quel niveau de prix aussi ils ont acheté. Car typiquement, si on a Ouais. une vente privée où le token a été vendu à 1 centime et que la vente publique il est vendu à 25 centimes, bah, en fait on a un investisseur privé qui a déjà fait x25 avant même que le projet démarre Ouais. et qui n'hésitera pas en fait à lâcher son portefeuille sur les investisseurs dès que ces Ouais. tokens seront libérés. Hmm. Et même si c'est une libération progressive, ça veut dire une pression vendeuse continue et ça peut nuire au projet car même si le niveau de prix je n'y suis pas forcément très sensible à titre personnel. D'un point de vue communauté, le fait d'avoir des prix un peu moroses peut éloigner des gens du projet et donc avoir un petit effet de cercle vicieux sur le prix et l'attraction que peut avoir un projet. Hmm. Et selon toi, dans l'écosystème crypto aujourd'hui, c'est quoi le secteur qui a le plus d'avenir? Je pense Bitcoin à part, parce que voilà, pour moi c'est toujours un petit peu, il y a Bitcoin et le Ouais. reste des cryptos. Je pense que c'est tout ce qui est la finance décentralisée. Je Ouais. pense qu'on est encore qu'au début, que la finance traditionnelle va converger vers les innovations qui existent au sein de la finance décentralisée. Et en fait, si on suit un petit peu ce qui se passe, ça commence déjà à exister. Par exemple, on a la Société Générale qui se met à émettre du DAI,
une crypto décentralisée garantie par de la dette. Donc c'est les premiers à faire ça. On voit que la Banque de France a fait des expériences, par exemple avec la Banque de Singapour ou d'autres banques centrales au travers du monde pour faire par exemple des échanges de devises sur le modèle d'index. Mhm. Donc c'est-à-dire avec un pool de liquidité et faire un échange de devises. Ouais. En fait, on se rend peut-être pas compte pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le fonctionnement en détail de la finance, mais quand on échange un titre dans le milieu financier traditionnel, ça passe par plusieurs étapes. On va passer par une place de marché, on va acheter le titre, ça va passer par une chambre de compensation qui va d'un côté recueillir les fonds, et une fois qu'il a recueilli les fonds, il livre le titre d'un côté et il livre les fonds à l'autre partie. Et en fait, tout ce process prend 2 jours et Mhm. prend plusieurs intermédiaires. Les fonds en euros, après, vont être conservés chez un dépositaire qui est une banque. Les titres vont être déposés chez un dépositaire de titres. Et il y a toute une succession d'intermédiaires qui s'impliquent dans l'opération et qui amènent des coûts et des délais. Ça prend 2 jours, typiquement, pour ce genre d'opération. En Mhm. blockchain, c'est le temps d'un bloc qu'il faut pour faire cette Ouais. opération. Et il n'y a aucun intermédiaire. Les deux contreparties ont échangé les valeurs qu'elles devaient s'échanger. Ils sont leurs propres dépositaires et l'opération est instantanée, c'est-à-dire que dès qu'on a fait l'opération, les fonds sont disponibles pour être dépensés ailleurs. Et en plus de ça, c'est très sécurisé, il n'y a pas de risque, si l'opération est bien faite, il n'y a pas de risque d'erreur par rapport à un intermédiaire, une contrepartie ou autre. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, le secteur serait peut-être un peu sous-coté par rapport à d'autres secteurs dont on entend beaucoup plus parler. Ou alors peut-être qu'il n'y a pas forcément de jetons associés à ce que tu viens de décrire. Si ce n'est Ça peut-être peut les être un petit peu, blockchains sur lesquels ces choses se mettront en place. ça peut être un petit peu les tokens des protocoles. Après, il faut garder en tête que c'est des tokens de gouvernance. Donc en fait, c'est des tokens qui vont simplement octroyer un droit de vote sur la direction que prend le protocole, mais ça va pas être comparable à une action de la technologie ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre du recul sur ce type de jetons. Ça reste intéressant parce que le fait d'avoir de la gouvernance, surtout plus il y aura de gros acteurs à s'intéresser à ces technologies, plus il y aura d'acteurs intéressés à avoir une part de gouvernance, un droit de vote sur ce qui s'y fait. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'on investit sur la technologie en elle-même. Tu penses à un projet en particulier avec un jeton qui servirait uniquement à la gouvernance? Je dirais Uniswap, AAV, Ouais. ou un petit peu voilà tous les curves, la plupart des projets comme ça, les grands noms de la DeFi en fait. Hmm. Ok. Et un secteur qui pour toi serait surcoté, dont on parle beaucoup, trop, peut-être. Les mêmes coins, clairement. Ouais. Il y a un gros effet de mode, il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire de l'argent facile, euh, qui sont pas toujours bienveillants. Ça peut être de l'argent facile en piégeant les débutants. Ouais. Et en fait, voilà, il faut garder en tête qu'il n'y a aucun projet derrière, il n'y a aucune vision à long terme. C'est juste de la spéculation pure. Voilà, je pense que ça, tôt ou tard, ça finira comme un petit peu les NFT d'art, où ça risque de fortement chuter. Ouais. Tu penses que le même que Trump a lancé là, il va être voué au même sort dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, il sera Tôt ou tard, je pense. Alors, arrêté. on ne sait pas comment ça va évoluer. Surtout que voilà, c'est quand même un meme-coin qui est particulier car il a été lancé par le Mm. président de la première puissance mondiale. Ouf. Donc c'est pas rien, mais je vois pas où est la proposition de valeur. Ouais, ouais. Donc Mm. ça reste quand même un petit peu contradictoire. Certes, il y a quelque chose de très solide, mais Ouais. enfin, il y a un grand nom derrière entre guillemets, mais il y Ouais. a aucune proposition de valeur devant. Donc Ouais, ouais. c'est voilà. Tu regardes Le souvent toi le cours de ton portefeuille? De temps en temps, j'essaie d'y être quand même assez détaché, Ouais. pas trop non plus, car faut quand même suivre ses positions. Mais Ouais. j'essaie oui, de pas trop y regarder. Et après, le fait de travailler dans l'industrie aussi, bah en fait, j'ai quasiment tous les jours le cours du Bitcoin sous les yeux, Ouais. et c'est le paramètre de toute l'industrie. Donc, Ouais. Ok. Le cours des cryptos, c'est en temps réel toute la journée.
Par contre, ton portefeuille, pas forcément. C'est ça. Hmm, ok. Pour toi, c'est quoi le meilleur moyen pour gagner de l'argent en crypto? Euh, Bien se renseigner, faire attention, et essayer de gérer ses investissements de la façon la moins émotionnelle possible. Oui, Euh, Typiquement, c'est un peu l'erreur fréquente du débutant qui veut aller vite sur un marché haussier, qui prend une baisse, qui vend par peur de tout perdre hmm, et qui enchaîne les mauvaises opérations de ce type. hmm, Et aussi plutôt d'investir à long terme. Euh, voilà, si on croit à la proposition de valeur des cryptos, que ce soit dans la DeFi, dans Bitcoin ou ce genre de choses, si on vise à long terme, en principe, ne devrait pas y avoir de risque particulier à trop perdre en tout cas. ouais. Quelle est pour toi la qualité la plus importante à avoir pour réussir? Hum, Difficile à dire, mais ouais, je pense peut-être de la rigueur, euh, Ouais. car pour aller un peu à l'encontre de ses émotions, justement, je pense que c'est plutôt de la rigueur qu'il faut essayer d'avoir, Ouais. euh, Pour toi, les mettre en émotions, place, c'est mettre en vraiment. place une stratégie et essayer de s'y tenir au maximum. Faut rester agile, comme je le disais plus tôt, mais voilà, essayer quand même d'avoir un plan et s'y tenir de la façon la plus rigoureuse possible pour, euh, pour s'en sortir dans ce marché. Ouais, pour toi, les émotions, c'est vraiment un piège. C'est vraiment quelque chose qui peut nous faire prendre des mauvaises décisions. C'est ça. Et en fait, même si jamais ça mène à une issue favorable, euh, il y a plus de chances que ce soit justement associé à de la chance plutôt qu'à une décision, enfin, plutôt qu'à un instinct qui saurait faire les bonnes décisions ou ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une crypto hors Bitcoin que tu garderais sur 10 ans? Ether, je pense. Ouais. Parce que justement, voilà, comme je disais, la DeFi, moi j'y crois. Mm. Donc ce serait vraiment la seconde crypto que je garderai en tête. J'aime bien un petit peu Monero sur le principe Mhm. philosophique, mais c'est vrai que c'est pas une crypto qui est très accessible. Ouais, Euh, les acteurs centralisés n'ont plus le droit de l'acheter, et globalement, le fait d'en acheter peut vous mener quelques problèmes le jour où vous essayez d'en vendre. ouais, Donc sur l'aspect philosophique, oui, mais c'est pas pour autant que j'investis dedans à titre personnel. ouais, ok. On n'a pas trop parlé des cycles du marché crypto, des cycles de 4 ans. Euh, pour toi, dans quelle phase aujourd'hui on se trouve de ce cycle? Si tant est qu'il y a un cycle. Alors, je pense que c'est difficile de comparer, d'y voir des cycles qui se répètent systématiquement, car ils sont tous plus ou moins différents. Et si aujourd'hui on a des cycles de 4 ans, c'est pas forcément dit que ça dure éternellement. Peut-être que ça se trouve, ce cycle va durer 6 ans, peut-être qu'il va en durer un peu moins. C'est difficile à dire. Euh, donc actuellement, moi je reste très confiant sur Bitcoin et son avenir. J'aurais tendance à dire attention aux mêmes coins, comme on l'a dit plus tôt, Mhm. aux effets de mode en général. Donc pas lié qu'aux mêmes coins. Si demain voilà il y a une nouvelle mode pour X ou Y, par exemple j'ai vu la mode des Real World Assets. Pour le Ouais, coup nous on en propose un. C'est un token adossé à l'or. Et en fait voilà, pour le coup c'est de l'or et c'est comme acheter de l'or quand on achète notre mhm. token. Et pour le coup Ouais, il y a une réelle contrepartie physique. Mais il y a une énorme mode sur des jetons de gouvernance liés à des blockchains souhaitant proposer une infrastructure pour les actifs du monde réel. ouais, Nous, on en fait un, on utilise Ethereum, c'est très bien, c'est la blockchain la plus sérieuse. On n'a pas besoin de passer par une blockchain qui tient toutes ses promesses. mhm. Et en plus, ces blockchains qui prétendent vouloir accueillir les actifs du monde réel, souvent c'est juste une infrastructure qui existe parmi tant d'autres, qui est moins connectée que peut l'être Ethereum par exemple, qui a tout un écosystème de Layer 2. Et les jetons sont pas des jetons d'actifs du monde réel, mais sont juste des jetons de gouvernance sur ce type de blockchain. Pour toi, toute la narrative RWA, donc des Real World Assets, tokenisation des actifs du monde réel, pour toi, la plupart de ces projets-là, en fait, le jeton proposé n'a pas de réel C'est intérêt. ça. En fait, soit il y a le projet de Real World Assets qui lui est opérationnel, existe, fonctionne, ça existe aujourd'hui sur des bons du trésor, nous sur l'or, ça existe aussi sur d'autres actifs, sur de l'immobilier. Tout ça, Mhm. ça marche, ça fonctionne.
Et il y a pas besoin d'une blockchain dédiée. La plupart des projets aujourd'hui sont sur Ethereum. Donc il n'y a pas besoin d'une blockchain qui promet d'être l'infrastructure de ça demain. Et pour moi, ça rentre plus dans la narrative globale DeFi. Donc c'est-à-dire que ça va se construire autour de la DeFi, mais pas autour des nouvelles blockchains qui utilisent des mots marketing pour se faire connaître. Ok, ça marche. Pour finir, je te propose de sortir ta boule de cristal et de nous dire où tu vois Bitcoin sur ce cycle ou sur cette année et à 10 ans en termes de valeur. Pour le coup, je pense que c'est assez difficile à dire. Là, je pense que le cycle haussier n'est pas tout à fait terminé. Surtout, ça va être assez conditionné aux décisions politiques de Trump. Il y a plusieurs positions qui sont un petit peu attendues, notamment une qui pour moi pourrait être un catalyseur serait la constitution de réserves stratégiques en Bitcoin. Mhm. Donc c'est un amendement qui est proposé depuis pas mal de temps par la sénatrice Cynthia Lummis Mhm. du Wyoming aux USA et qui propose en fait de constituer une réserve stratégique de 1 million de Bitcoin. Donc c'est 5% de la capitalisation totale et c'est absolument énorme. Et si ça venait à être réalisé, c'est vrai que ça pourrait catalyser en fait le cycle actuel et amener le Bitcoin à des niveaux plus hauts. Et ça pourrait vraiment avoir un impact assez fort, sachant que les États-Unis sont pas les seuls à s'intéresser à ce sujet. Et presque, si on pourrait faire un parallèle, 2017 c'était le cycle des particuliers, 2021 celui des institutionnels, et celui d'aujourd'hui ça pourrait être le cycle des États, en quelque Hmm. sorte. Ok. J'ai cru voir passer aussi que il y a d'autres cryptos en fait qui seraient envisagés pour être intégrés à cette réserve stratégique, mais pas forcément que Bitcoin. Après, là-dessus, j'ai peut-être un peu plus de réserve. En tout cas, ça dépend des cryptos. Par exemple, si c'est pour mettre du Solana dans une réserve stratégique, je suis pas sûr que c'est beaucoup de sens. Ouais. Euh, et même si je trouve l'Ether intéressant, c'est vrai qu'en termes de réserve stratégique, alors ça pourrait l'être dans le sens où Ethereum avec le proof of stake, a quelque chose qu'il n'y a pas sur Bitcoin, c'est-à-dire que sur Bitcoin, un mineur met en œuvre une puissance de calcul et lorsqu'il remporte entre guillemets le contrôle sur le réseau, ça se fait qu'au moment d'un bloc. Le seul contrôle qu'il a, c'est pour inscrire un nouveau bloc sur la blockchain et ce contrôle est remis en cause dès le bloc suivant. Et si Hmm. il perd sa puissance de calcul, il perd son contrôle. Sur Ether, avec le proof of stake, c'est une quantité d'actifs à mettre en gage sur un nœud. Donc en fait, quelqu'un qui détient 32 ETH a le Ouais. pouvoir de faire un nœud, et tant que le nœud n'est pas malveillant et ne se fait pas détruire ses actifs, il conserve son pouvoir sur la blockchain indéfiniment. Hmm. Donc Ethereum, ça aurait peut-être du sens aussi à en faire, mais plutôt dans ce cas, dans une logique non pas de réserve de valeur, mais Ouais. plutôt d'accès stratégique à, à la blockchain Ether et donc à la finance décentralisée in fine. D'accord. Et je reviens sur la question, à moins que ça t'embête de donner un chiffre. Tu le valoriserais à combien toi Bitcoin? Ah, comme je te disais, c'est pas que ça m'embête de donner un chiffre, c'est que c'est très difficile à dire. Et pour moi, la donnée à surveiller, c'est cours de l'or fois adoption. Et Ouais. ça nous donne la capitalisation du Bitcoin dans le temps. Sachant que là où c'est encore plus délicat de donner un cours en devise, c'est que on subit énormément d'inflation. Et comme je le disais, en fait, 60 000 dollars de 2021, c'est 96 000 dollars en 2024. Mhm. Donc, c'est pas forcément très pertinent de se baser sur des prix en monnaie fiat qui vont perdre de la Mhm. valeur dans le temps. Ouais, Sachant ouais. que voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouveau conflit, on ne sait pas. Si par exemple la Chine envahit Taïwan, ça peut avoir des conséquences économiques assez impressionnantes, notamment sur la monnaie, sachant que c'est la Chine qui Mhm. détient énormément de dettes américaines. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément très pertinent pour moi d'utiliser un prix en devise prédéfini, une cible. Ok, Sachant ça que marche. Eh bien, écoute, à l'inverse, si on a l'adoption des États qui peut être un grand facteur de traction, je pense qu'il faut quand même garder en tête les effets que pourrait avoir la défaillance d'un acteur majeur. ouais. Je pense par exemple à MicroStrategy, qui aujourd'hui fait du levier sur Bitcoin. Et en fait, si demain MicroStrategy venait à être liquidé
sur sa position, ça pourrait créer une grosse baisse sur le marché. Par contre, c'est pas Ouais. plus mal si on croit dans les fondamentaux de Bitcoin, car ça fera de très bonnes opportunités d'achat. Hmm. Ok, bah top, super. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce Avec que tu plaisir. veux, est-ce que tu veux dire un petit mot pour terminer? Le petit mot de la fin, la petite carte blanche? Globalement, voilà, pour rentrer dans les cryptos, si vous débutez, renseignez-vous au maximum, apprenez tout ce que vous pouvez. C'est un monde qui est très très intéressant. C'est assez dense, donc ça peut faire un peu peur au début, mais on s'y plonge facilement. Une fois qu'on déroule un petit peu les concepts, c'est pas forcément aussi compliqué que ça peut y paraître. Merci beaucoup Alexis pour ce partage. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Donc pour ceux qui veulent découvrir Cryptcool et les différents services qui sont proposés, je mettrai le lien du site internet en description. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.